Bonjour, bienvenue sur le podcast Baris Pulse. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Vadella, experte immobilière. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue sur Baris Pulse. Aujourd'hui, on est sur un nouvel épisode avec madame Aurélie Vadella, qui est experte immobilière. Donc, on va parler de beaucoup de choses, de son métier, de sa vie d'entrepreneuse, de sa vie de femme, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle aime faire aussi, d'une manière générale. Et surtout, qu'est-ce qui lui plaît dans son métier et quelle est sa passion, pourquoi ça la passionne tant. Parce que, voilà, vous la voyez sur son podcast, sur les réseaux sociaux et dans les médias aussi maintenant, c'est ça. Oui. Donc voilà, l'idée c'est de comprendre qui tu es et pourquoi, quelle est ta passion pour l'immobilier et de comprendre tous tes secrets. Alors déjà, merci de me recevoir. Moi, je suis ravie d'être avec vous. Et puis oui, on a plein de choses à se dire. On peut aborder plein de sujets. Alors oui, je suis expert immobilier, expert agricole et foncier. Je suis expert de justice aussi. Je travaille entre la Corse, qui est mon île natale, et Paris, que j'affectionne aussi particulièrement. Donc, ma vie est rythmée entre la Corse et Paris et animée par ma passion pour mon travail qui, comme tu disais, a pris un petit virage vers les médias et dernièrement aussi un podcast qui est dédié à l'immobilier, à permettre en fait à tous de comprendre un peu les astuces, mais aussi des nouvelles techniques et sur plusieurs points. Donc oui, ravie de tout ça, passionnée et voilà, et on profite un maximum de tout ce que la vie nous offre. Ça fait combien d'années du coup que tu es dans le domaine de cette expertise? Ça fait bientôt 20 ans. Ouais, ça fait 20 ça ans. rajeunit pas, mais ça fait bientôt 20 ans. Alors, oui. Ça a commencé par quoi? Pourquoi cette envie dans l'immobilier? Alors, j'ai fait des études de droit. J'ai fait un... Ah d'accord, donc initialement, t'es pas... Non, alors j'ai fait d'abord des études de droit. J'ai un master 1 en droit notarial et pendant que je faisais mon master, je me disais qu'est-ce que je vais faire? Mon notaire, c'est un très beau métier, mais c'était pas fait pour moi. Je cherchais un métier où il y avait du terrain, où il y avait un peu d'action et j'ai découvert le métier d'expert. Donc, pendant que je passais mon master 1, j'ai fait une école aussi pour apprendre un peu tout ce qui était l'immobilier. Et puis, donc, c'était une formation qui a été diplômante. Et pendant mon master, j'avais ma prof qui est expert, elle aussi, de justice, qui est expert immobilier et qui est la présidente de la compagnie des experts judiciaires à la Cour d'appel de Bastia. Et qui m'a aidée à trouver un stage. Parce que je lui expose un peu mon envie de vouloir être expert. J'avais découvert ce métier. Et ça tombe, c'est super bien parce que cette prof, en plus que j'adorais, tu as est toujours expert. Contact avec elle? Oui, mais parce que c'est ma présidente maintenant. Donc, elle est expert. Et je lui demande... Et vraiment, avec beaucoup de bienveillance, elle me trouve un stage qui n'était pas facile, chez un expert. Et j'entame un stage chez cet expert. Ça se passe très bien. Je me plais dans tout ce que je fais, dont je l'assiste, etc. Et je finis par m'associer avec lui. Donc, à 25 ans, je crée d'abord un cabinet de diagnostic immobilier. D'accord. En parallèle, en fait, on en parlera après, mais le titre d'expert immobilier n'existe pas vraiment. Le titre qui est reconnu, c'est le titre d'expert immobilier, agricole et foncier. Donc, il faut entamer un stage de 3 ans. Donc, j'entame ce stage avec un expert foncier. Et au terme des 3 ans, on présente une petite thèse, je dirais, pour pouvoir avoir le titre. Donc voilà, tout ça se passe. À 30 ans, je prête serment pour être en tant qu'expert de justice. Parce qu'alors, ce qu'il faut dire, c'est que expert de justice, on est expert de justice que quand on est nommé par un juge. On n'est pas expert de justice, c'est pas un métier. D'accord. Ça, faut le préciser parce que... Mais c'est une appellation, du coup. En fait, on est agréé près d'une cour d'appel. On a des missions qui nous sont données par les magistrats. Et c'est dans ce cadre de ces missions que nous sommes experts judiciaires ou experts de justice. Donc, à côté de ça, je commence à faire mes missions d'expert judiciaire.
À cette époque-là, j'ai mon petit garçon, donc je deviens maman aussi à cette même période. Ça fait partie de la vie. Voilà. On va en parler tout à l'heure, d'ailleurs. Et puis voilà, tout s'enchaîne. Ce métier me plaît et les choses évoluent. Et puis après, j'ouvre mon cabinet où je suis toute seule. et voilà, et l'aventure prend encore une autre dimension. Et c'est quand que en fait, tu as monté en fait, ton cabinet toute seule? Alors, à 25 ans, on crée avec ton ancien associé. Mon ancien associé, qui a été un peu mon maître. Hein. Ouais, ton mentor. Oui. Tu as toujours contact avec lui? Oui. Ah, d'accord. Oui, toujours. C'est bien de garder un bon contact. Toujours, parce que parfois, ça peut être un peu compliqué avec des associés. Non, j'ai beaucoup d'affection. On a une grande différence d'âge. C'était déjà un expert aguerri. Hein. C'était bien en place. Donc, oui, j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup d'affection, je le répète. Et surtout, je le remercie pour les valeurs qu'il m'a données même dans ce travail. Ça, c'est beau. Oui. Donc j'ai gardé. On avait une discussion il n'y a pas longtemps. Il est venu dans mes bureaux et on a parlé un moment et je l'ai remercié parce que je lui ai dit merci parce qu'il me dit regarde, c'est bien ce que tu as fait. Et je lui dis mais c'est grâce à toi, ce que tu m'as appris, les valeurs que tu m'as données, d'être la droiture, le travail, la valeur au travail, etc. Donc je le remercie parce que voilà, on apprend beaucoup. Tu es ému quand tu parles de oui, parce que c'était un moment important de ma vie. Et donc voilà, associée d'abord avec cet expert, et puis après je me suis lancée toute seule dans l'aventure parce qu'il fallait. J'ai eu mon petit garçon d'abord et puis après je me suis lancée toute seule dans la voiture. Donc de l'expertise immobilière, donc tout ce qui est valorisation de biens dans n'importe quel cadre, dans n'importe quelle mission, des évaluations foncières, des conseils, spécialisé aussi dans la copropriété, donc administrateur judiciaire, etc. Les missions sont multiples et variées. Toutes les journées Qu'est-ce qui te plaît le plus en fait dans ton métier? C'est quoi qui te plaît? Alors, c'est plus la technique, c'est plus le relationnel, c'est plus la négoce. Mais en fait, on a tout. C'est le défi, c'est le challenge. Mais en fait, il y a tout. Tu sais, il y a tout. En fait. Chaque journée est différente. Je ne fais jamais la même chose. Je suis soit sur le terrain, soit je suis en rédaction au bureau, soit je vais être dans un côté beaucoup plus humain dans le conseil, et puis ou bien tout se mélange et tout se mêle. On va faire sur le terrain, on va rencontrer des gens, on a l'impression aussi d'être utile, d'aider, d'accompagner, donc tout me plaît. Tu sais, ça fait bientôt 20 ans. Et jamais j'ai pensé me dire, vraiment, tu t'es planté, t'as pas trouvé le boulot. C'était ton truc, en fait. Ouais, je pense que c'était mon truc. Alors qu'à la base, c'était vraiment le droit. Je voulais être plutôt avocate, c'était plutôt ça, ou magistrat, ça aurait été top. Et non, je me suis orientée après vers l'immobilier, mais c'est comme une révélation, quoi, j'adore. Et même là, dans mon idée de podcast, c'est pas le fait de vouloir, moi, me mettre en lumière, parce que je m'en fous complètement, c'est plutôt de pouvoir transmettre cette passion que j'ai. Voilà. Parce que ça te fait vibrer et tu as envie de le transmettre. Ben oui, mais parce qu'en plus, je veux dire, l'immobilier, on va répéter le mot, mais c'est passionnant parce que c'est tellement divers. On peut aborder des thèmes différents de façon répétée, perpétuelle. Donc, c'est tellement large, en fait, le domaine de l'immobilier, que tu as le notariat, que tu as, tu vas avoir le côté purement patrimonial, tu as la promotion. Tu as plein de choses. Tu vas avoir toutes les problématiques, tu as tout. En fait, on peut aborder différents sujets tout le temps. Donc, oui, passionnée par ce que je fais. Et puis j'espère que ça compte. Bon, que je serai toujours animée par cette passion, et je suis animée aussi par plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses, donc voilà. Ouais, et puis c'est aussi un challenge en fait, c'est bien de changer aussi parfois, enfin pas changer, mais t'as ton vrai métier. Je comprends ce que tu dis. Et puis tout le côté en fait, mais te challenger, il y a aussi le côté médiatique aujourd'hui, du coup. Alors ça a été un peu... ça s'est présenté à moi comme ça. Il y avait une émission qui était à l'époque Proprio à tout prix, qui est devenue maintenant 100% IMO. Et il faisait un casting, et donc il me contacte en disant, est-ce que vous voulez être expert pour une émission? Donc je dis oui, mais c'est-à-dire, oui, comme ça, on va exposer des sujets. Et ça a été une très belle expérience.
J'ai rencontré des gens super, l'équipe était top, et puis j'ai gardé des relations avec les gens avec qui je faisais l'émission. L'émission, à un moment donné, il fallait que je fasse un choix parce qu'il y avait le bureau, parce que j'avais mon projet, moi, de podcast. Donc voilà. Donc j'ai choisi plutôt de faire mon podcast. Mais ça m'a beaucoup apporté. Et puis, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Bien sûr. Puis celle-ci, elle était bénéfique. Donc, et ton podcast, du coup, qu'est-ce qui t'a apporté? Alors, mon podcast, qu'est-ce qui t'apporte? Qu'est-ce qui m'apporte? Je rencontre des gens passionnants, avec des parcours. Ça, c'est exceptionnel. Oui. C'est exceptionnel ce qu'on fait quand même. C'est exceptionnel. Ouais. Parce qu'on reçoit des gens, on va découvrir leur parcours, comment ils sont arrivés à ce qu'ils sont. Chaque histoire de vie. Et je comprends dans ce que tu fais, et je comprends que tu sois animé toi aussi, parce qu'on voit que ça te passionne, que tu es hyper... tu as beaucoup d'énergie pour ça, mais oui. Et moi, je suis très admirative du parcours des gens. Ouais, de leur Chaque histoire, parcours de leur histoire de vie. Voilà, de leur histoire de vie, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer, et des succès, et de ces difficultés, de ces échecs qui sont devenus des succès, d'un mental. Donc tout ça, je trouve ça vraiment... très, je dirais, déjà, j'en suis admirative, mais inspirant. Le mot, c'est inspirant. Et ces parcours inspirants, je pense qu'il faut communiquer et montrer que on peut faire des choses incroyables dans la vie, et même des choses qu'on n'imagine pas, et finalement après qui se présentent à vous, et qu'il faut garder un super mental, s'accrocher, parce que la vie elle est pas tout le temps facile. Et donc, dans ces parcours, donc pour répondre à ta question dans le podcast, dans ces parcours de vie, de carrière, donc on mélange un peu tout. J'essaie... Mais en fait, moi, j'ai d'abord un point clé, c'est l'immobilier, des spécificités que chacun a, des spécialités aussi, et d'expliquer comment on en est arrivé là. Bon, déjà, expliquer ce que c'est, pourquoi, et d'essayer de faire comprendre, et en même temps, donner l'envie aux gens de se dire, mais... s'il l'a fait, je peux le faire moi aussi. En fait, on peut tous faire. Donc voilà, je mets en lumière ces parcours de professionnels, que ce soit des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des professions libérales, etc. Donc je les mets en lumière, et j'ouvre un peu l'immobilier. J'essaie, en tout cas, parce que je ne veux pas être présomptueuse. Et le Graal, surtout. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui. Mais en coulisses, tout à l'heure, tu me parlais de ton fils. Je ne sais pas si on peut en parler. Oui. Avec qui, il a fait un stage avec toi, et il a dit, maman, j'ai envie de faire le même métier que toi plus tard. Oui, alors. Ça, c'est quand même une bénédiction, en fait. Non, mais alors. C'est quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi ça m'a énormément émue. Ouais. Donc, moi, j'ai un garçon. On est très fusionnel. Mais en tant que maman, chef d'entreprise, qui vit à 100 à l'heure, j'ai beaucoup culpabilisé on n'a jamais l'impression de passer assez de temps avec nos enfants. Forcément. Donc, on est tout le temps dans la culpabilité. Tu voyages tout le temps, tu es tout le temps en déplacement, tu es dans le business, il faut que ça tourne derrière. Il faut que ça tourne, mais en même temps, on veut être là. Donc, tous les soirs, bien sûr, c'est à la maison. Moi, je sais que j'ai tenu beaucoup à toujours donner le bain à mon fils en rentrant quand il était petit, à lui préparer ses petits plats. Et puis, les choses ont évolué. Et puis, quand il avait 4-5 ans, il me disait « Mais maman, tu travailles beaucoup. » Et c'était dur. Et puis, finalement, son toi a compris. Et puis, il est très fier de sa maman maintenant. Donc je suis plus qu'heureuse, parce que c'est là, pour moi, ma plus belle réussite. Hein. Bien sûr. Ma plus belle réussite, c'est que... Ta plus belle fierté. Ah, ma plus belle réussite. Ouais, c'est pas le travail. C'est lui, tu fais tout pour lui. En fait. Je fais tout pour lui. Et donc là, il fait son stage de 3e. Et donc, je lui dis, où tu veux faire ton stage? Il me dit, maman, je voudrais bien le faire chez toi, comme ça. Écoute, je dis, super, viens, volontiers, maman, elle te montre. Et après, on discute, il me dit, mais... En fait, maman, je veux faire vraiment ton métier, je veux faire ce que tu fais. Donc, je lui dis, oui, mais il faudra faire ces études-là. Mais ok, maman, mais je veux faire, c'est génial. Donc, ça veut dire que j'ai réussi à ce que mon fils se soit épanoui en travaillant beaucoup, en privilégiant tous nos moments, parce que on a des moments vraiment de qualité. Ça, c'est précieux, ça. C'est précieux. Et que ça lui ait donné envie. Je lui ai transmis finalement un peu ma passion, et que ça lui donne envie. Alors, on ne sait pas, il est jeune, peut-être qu'il fera pas ça, peut-être qu'il changera. Mais en tout cas, à ses 15 ans, à son moment de vie, il n'a pas été frustré finalement
de tout ce travail, d'avoir une maman qui travaille beaucoup. Au contraire, il est fier. Alors moi, je suis émue, quoi. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu as connu des échecs, Aurélie, dans ta carrière? Ou des épreuves qui t'ont mis à terre et qui t'ont... Alors, Où tu as beaucoup culpabilisé, ça t'a fait très très mal? en fait, tu te remets... bon, déjà, après 20 ans, tu te remets toujours en question. Parce que tu te dis, on apprend tous les jours. Forcément. Pour moi, se dire, c'est bon, je suis expert, je sais tout, c'est moi. Pas du tout. Ouais, t'en apprends tous les jours. On fait des erreurs, on apprend tous les jours. Et je veux apprendre tous les jours. J'ai beaucoup douté. J'ai beaucoup douté au début, déjà parce que quand tu es une femme, que tu es une petite blonde, c'est pas toujours facile. Ouais, c'est pas simple. Oui, c'est surtout plus... dans ton métier. Oui, après il y a des femmes aussi dans mon métier, mais donc ouais, bon. C'est un métier de négoce où il y a beaucoup d'hommes concrètement. Alors dans la vente, il y a beaucoup de femmes. Dans la vente immobilière, il y a beaucoup de femmes. Je trouve que ça devient très féminin et c'est bien. Dans l'expertise immobilière, bon, plus d'hommes, je dirais, mais il y a des femmes qui s'affirment, des femmes de caractère, qui s'imposent et qui sont de très bons experts. Et puis après, dans le diagnostic immobilier, pas beaucoup de filles. Donc moi, j'ai quand même commencé par le diagnostic immobilier. D'accord. Donc quand tu vas dans les vides sanitaires ou que tu montes dans les greniers, ce que je fais toujours, hein, parce que ça m'est égal, il n'y a pas... ça me plaît, je fais quand même. C'est le boulot, il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Et donc, oui, j'ai douté. Puis les 3 premières années où tu montes ton entreprise, bah, tu sais pas, il faut faire du chiffre en même temps. Bah, tu apprends, tu sais pas, tu tâtonnes un peu. Tu donc, fais les premières erreurs de l'entrepreneur. Tu fais exactement. Bah, c'est en faisant des erreurs que tu apprends. C'est impossible d'arriver de dire... Attends, moi, je suis super fort, je sais tout. Non, bien sûr que tu fais des erreurs. Tu fais des erreurs dans ta gestion. Tu fais des erreurs dans tes choix, dans tes stratégies. Tu fais des erreurs et c'est de ces erreurs que tu apprends. Et que tu grandis. Et que tu grandis. Parce que, en fait, tu ne grandis que de tes erreurs. On n'apprend pas trop de nos succès. Hein. On apprend de nos erreurs et de nos échecs. Et c'est les échecs qui te permettent d'amener au succès. Voilà. Donc, j'ai pas eu de grands échecs. J'ai eu des difficultés. J'ai douté. Je me suis dit, est-ce que je vais pas arrêter? Quand mon fils était tout bébé, je me suis dit, mais vraiment, t'as pas choisi le bon filon de vie ou la bonne ligne de vie. Tu devrais reste plutôt à la maison. Enfin, j'étais dans un doute absolu. Mais je me suis accrochée. J'ai travaillé, je me souviens, j'ai travaillé toute ma grossesse. J'ai repris le travail. Mon fils, il était tout bébé, donc j'étais vraiment dans la culpabilité. Puis j'étais fatiguée. Pas facile, hein, pour une femme. Ben, c'est pas facile. Et puis tu es fatiguée parce que tu dois assurer au bureau, tu dois assurer en tant que maman, tu dois être aussi une femme d'intérieur. Enfin, on doit tout cumuler. Il y a aussi le couple aussi. Et oui, donc tout ça. C'est pas simple. Hein. Donc c'est pas facile. Tout ça, c'est pas facile. Donc il faut s'accrocher. Mais oui, tous les matins, tu te lèves pas en disant c'est le top, tout va très très bien. Non, tu te poses beaucoup de questions et puis de toute façon, on se remet tous les jours en question. Ouais. Donc non, pas de gros échecs qui m'ont mis à terre, beaucoup de questionnements, et puis surtout toujours la peur de à un moment donné que ça se passe plus aussi bien. Ça, c'est le quotidien aussi d'un entrepreneur, de se dire que peut-être que tes sociétés vont moins fonctionner, peut-être que ton travail ne plaira plus, peut-être que... Voilà, après, il y a toujours 1 million de questions. Bon, il faut les appeler et avancer. C'est ça. Voilà. Quelle est ta philosophie, d'une manière générale, tes valeurs que tu veux transmettre, en fait, par rapport à ton métier? C'est quoi? Tu es plutôt sur une question d'éthique, tu es plutôt sur une valeur très humaine, tu es plutôt sur je sais pas, l'empathie. Comment Alors moi, t'es spirituel, tu vois. Alors, c'est quoi ton truc? L'humain. Ouais. J'aime l'humain. Ça se ressent. J'aime l'humain. C'est vraiment le fil conducteur. C'est mon moteur, oui. C'est mon moteur. J'aime rencontrer les gens, j'aime aider les gens de ce que je peux faire au maximum. Je trouve que dans l'humain, on trouve tellement de satisfaction.
Donc oui, je mets l'humain au cœur de mon métier. Je mets l'humain, le relationnel, l'humain. Et on parle beaucoup, par exemple, on parle beaucoup d'IA pour. Je rebondis sur autre chose. Justement, j'allais en venir. Ben voilà, ben tu vois, je t'ai précédé. En fait, on dit l'IA, oui, mais l'IA, on va perdre dans l'humain, on va effacer l'humain, on va le remplacer par la machine. Alors moi, je ne vois pas du tout comme ça. Je me dis que l'IA, en ce moment, nous aide à être plus performants. On arrive à être plus performants dans la quantité de travail, dans le temps, et on gagne du temps. Ce temps-là, il faut l'optimiser pour les relations humaines dans le travail, pour pouvoir justement mettre l'humain au cœur. Quand, au lieu de passer 2 heures devant son ordinateur, peut-être à rédiger, à faire des tâches... Faire un rapport. Exactement. On peut plutôt passer ce temps-là à appeler nos clients, à les conseiller, à les rencontrer. Je trouve que de créer alors c'est pas un lien vraiment, je dirais, mais un lien de confiance, où il y a un lien de confiance avec ses clients, c'est très important. C'est très important. Et moi, je suis contente quand mes clients sont fidèles et reviennent et que je peux les accompagner au fil du temps, au fil parfois des épreuves de la vie ou des projets, etc. Il y a aussi ce côté du coup très loyal, du coup c'est humain. Oui. Alors j'ai un côté avec très, je suis pour ce qui est juste. Pour ce qui est juste. On en parlait tout à l'heure. Oui, mais c'est ça. Sur ce qui est juste, j'ai d'ailleurs beaucoup de problèmes avec l'injustice, mais oui, donc la droiture. La justice, c'est-à-dire qu'en fait, il voulait te faire quoi? Non, mais l'injustice, tu sais. L'injustice. Je pensais que tu as dit la justice. Non. Okay. Avec l'injustice. Ça, c'est. Je ne supporte pas. Non, je ne supporte pas ça. Ouais. Comme on dit en anglais, tu es unfair. C'est-à-dire que exactement. Fair play. Exactement. Ouais. Et après, moi, bien sûr, je vais te dire que c'est bien, mais en tout cas, ça m'aide. Oui, bien sûr, il faut être droit. Il faut savoir. Faut être droit. Si au fond de toi, tu sais que tu es juste, en fait, faut avancer. Ben oui, mais tu sais que tu es porté parce que tu es animé par ton ressenti et pour toi, ce qui est vrai. Bien sûr. Et c'est ce que je te disais encore une fois en coulisses, parfois, ça peut un peu... oui, parce qu'il faut savoir... Il faut un peu savoir le ménager, ce sentiment. Ouais. Et tout le monde ne comprend pas, hélas. Oui. Bon, après, ceux qui ne comprennent pas... Bon, du coup, tu voyages aussi beaucoup. Oui, j'adore voyager. Alors ça, c'est ma soupape de sécurité avec tout le stress qu'on accumule au quotidien. C'est voyager, c'est découvrir. Et là aussi, c'est découvrir d'autres façons de vivre, d'autres quotidiens. Et puis toujours un petit attrait avec Limo. Je regarde toujours un peu comment ça se passe ailleurs. Justement. Oui. Donc quand tu voyages, il y a toujours ce petit lien avec le business qui revient. Toujours. Est-ce que tu fais aussi des affaires du coup à l'étranger? Alors, pas pour le moment, mais je commence à y penser. Parce que bon, je voyage un petit peu. Et puis, il y a... tu vas voir toi aussi, le lien professionnel s'étend. Et il s'étend parfois à l'étranger. Ouais. Donc, on a des connexions aussi à l'étranger. Et tu as des rencontres qui te disent « Oui, mais tu devrais travailler avec nous, on pourrait faire ça. » Et tu te dis « Pourquoi pas ?» Pourquoi pas? Et ça t'ouvre d'autres horizons. Et quand tu parles de l'étranger, c'est où l'étranger avec ses connexions? Fais-nous rêver, fais-nous voyager. Dubaï. Dubaï, ça a commencé par Dubaï. J'ai eu des opportunités à Dubaï. Ensuite, récemment... Donc, en tant qu'experte immobilière, c'est ça? Alors, on m'a plutôt protégée pour de la vente. Plutôt de la vente et du conseil. Ouais. Donc, en gros, l'idée, c'était de vendre... des biens de Dubaï en France. Voilà, l'idée, c'était ça, de vendre à des Français. D'accord, ok. Des investisseurs français, en fait, qui investissent exactement. Et qui achètent leur appart là-bas. Qui achètent leur appartement là-bas. Ensuite, dernièrement, Bali. Alors, Bali, ça a été une vraie révélation, un vrai coup de cœur. C'est magnifique, hein, Bali. Ah oui, mais c'est magnifique. Alors, les paysages, magnifiques, mais la façon de vivre et la spiritualité m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé une vraie connexion là-bas. J'ai passé... la nature, les gens, les temples. On a été pris dans les temples. Enfin, j'ai trouvé c'était des expériences fantastiques. Ce que tu manges aussi, c'est assez sain. Voilà. C'est très varié. C'est le mode de vie est super. Donc, Bali, oui. Pour l'immobilier, c'est très bien. Il y a de très bonnes opportunités. Il y a énormément de Français. D'ailleurs, moi aussi, j'ai des contacts. J'ai
J'ai beaucoup de contacts dans l'immobilier là-bas. Et oui, Des alors parce conciergeries. qu'il y a encore une belle rentabilité, il y a de bonnes opportunités. Donc oui, Bali, Tu as la Thaïlande, le Vietnam aussi. Ça, oui aussi. Et le Alors, Vietnam, ça se développe aussi. ça se développe Tu as de plus en aussi. plus de Français qui y sont. Mhm. La Thaïlande, Oui, les la Français Thaïlande, sont ça partout. fait, voilà. J'ai visité aussi la Thaïlande, c'est très sympa. Et dernièrement, avec mon fils, j'ai amené mon fils à Miami. Et Miami On en aussi, parlait l'autre jour. Ouais, business génial. Il y a beaucoup de dynamisme dans cette ville, beaucoup d'énergie. Et oui, et des opportunités. Bon, après, c'est un marché qui est très fluctuant, mais c'est très intéressant. Puis c'est le travail à l'américaine. Ouais. Et tu as eu des opportunités du coup à Miami? Oh oui, on m'a proposé, mais après, on peut pas tout faire. Non, tu peux pas. On peut pas tout faire, et puis il faut savoir rester dans ce qu'on sait vraiment faire. Alors, pas trop se disperser. Peut-être dans la vie, ça se présentera, mais dans d'autres conditions, sous d'autres formes, etc. Pour l'instant, je me concentre. En France, du coup, tu es en France, tu développes ton réseau en France. Exactement. Déjà, entre la Corse et Paris, ça me prend beaucoup de temps. Ah oui. Et donc voilà, pour l'instant, c'est ça, et c'est très bien. Ouais, bah oui, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. C'est aussi aujourd'hui tout le côté médiatique aussi qui te prend du temps. Oui, qu'on y a ton développe métier, aussi, donc voilà, c'est donc, bien. Et puis après, tu es invité à des events, et puis tu rencontres des gens. Donc oui, le réseau s'agrandit. Voilà, c'est bénéfique, c'est super. Est-ce que concrètement aujourd'hui, donc tu disais que aujourd'hui l'appellation d'expert immobilier, tu disais qu'en fait donc en gros c'est que dans 2 domaines, c'est ça, c'est dans la foncière agricole. Et alors non, en fait, expert immobilier, il n'y a pas de diplôme vraiment pour être les gens ils expert pensent que immobilier. c'est une agence immobilière ou un agent immobilier. Alors oui, les gens ils font en plus ils font l'amalgame entre l'expert, l'agent. Ouais. Alors, on peut être agent Parce immobilier et être qu'aujourd'hui, tout expert. le monde peut être agent immobilier. C'est quoi? Non, agent immobilier. C'est une formation, c'est ça? Non, agent immobilier, il faut que tu aies master 1 en. Ah, d'accord. Oui, Parce que pour il me avoir semble ta carte T. Parce qu'il faut. Avant, c'était la licence. Ou même un BTS à un moment donné. Oui, après, tu as le BTS immobilier, mais pour avoir ta carte. Tu peux avoir ton BTS, mais il faut 7 ans près d'expérience. Sinon, il faut avoir. Une licence. Maintenant, c'est la maîtrise pour avoir. Ah ouais, d'accord. Maintenant, il faut une maîtrise. C'est quoi? C'était avant, c'est le master 1. Enfin, c'est le master master dans le métier de l'immobilier, du coup, c'est ça? Pas que, mais pour avoir ta carte T, pas que ta carte T, ta carte gestion aussi, c'est pareil. Ensuite, ça, c'est quand tu es agent immobilier. Après, quand tu es expert immobilier, donc soit tu fais une formation en expertise, mais je répète, le titre, c'est pas un titre qui est protégé. C'est pas un titre qui est protégé. Le titre qui est protégé, c'est le titre d'expert immobilier agricole et foncier. Celui-ci est protégé. Donc après, le métier d'agent immobilier et le métier d'expert est différent. L'agent immobilier, il va valoriser le bien, bien entendu. Il va faire une estimation de son bien avant de vendre. Mais l'expert, lui, il intervient davantage quand il faut donner une valeur, un avis technique, etc. Dans le cadre d'une mission précise. On n'a pas... On nous appelle pour avoir une valeur dans le cadre de la vente, mais c'est souvent les agents immobiliers qui sont plus contactés. Nous, on va être contactés dans le cadre plutôt de succession, de partage de communauté, d'IFI. Voilà, donc... Il y en a de plus en plus. Malheureusement. Donc voilà, on va intervenir dans le cadre d'un prêt bancaire pour pouvoir être suivi par la banque. Enfin bon, voilà, il y a plein d'autres choses. Et comment tu vois le marché immobilier aujourd'hui en France? Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il stagne? Alors, le marché immobilier, en ce moment, alors, on va pas se mentir, la conjoncture n'est pas très bonne, mais tout se fait parce qu'on a les taux qui sont un peu hauts, qui se stabilisent là en ce moment, et les prix de l'immobilier qui n'ont pas baissé. Donc, à un moment donné, ça a créé un blocage. Qu'on a connu quand même des taux très bas, anormalement bas. Très très bas. On a connu des taux, des taux très bas. Donc là, maintenant, on est plutôt autour de 3,40. En gros, on revient un peu à la normale. On revient un peu à la normale. Donc les gens sont un peu affolés en se disant mais les taux sont très hauts. Non, on revient à la normale. Et c'est pas pour ça qu'il faut bloquer. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que même si un bien vous plaît,
que vous voulez, pour que ce soit pour votre RP, pour votre résidence principale, pour une résidence secondaire ou pour un investissement locatif, tout se négocie. Dans ces périodes, il faut davantage rentrer en négociation. On peut afficher un prix de vente, le bien vous plaît, faites une offre qui pour vous est la meilleure, sans faire des offres à la casse, mais faites une offre. Donc, en tant qu'acheteur ou que vendeur, on est d'accord. Alors, les vendeurs ont tendance, j'essaie beaucoup de raisonner mes clients à être beaucoup à la hausse. Un bien avant qui se vendait en 3 mois, maintenant on va mettre 6 mois, on met beaucoup plus de temps. Les délais de commercialisation sont plus longs. Il y a moins de mutations, mais le marché n'est pas à l'arrêt et le marché ne va pas mal. On n'est pas dans nos meilleures années, ce que je répète, mais le marché ne va pas mal. Donc, des choses se passent. C'est le moment, quand on a des liquidités, d'investir. Et puis, c'est le moment aussi d'avoir des opportunités. Donc, il ne faut pas relâcher. Il faut, si vous avez un projet, il faut chercher. Il faut trouver son projet, voir sur le bon mode de financement. Là aussi, après, on pourra en parler, mais il y a différents modes de financement maintenant qui s'ouvrent. Un bon mode de financement. Et puis, ne pas renoncer parce qu'on se dit « Ah, les taux sont plus hauts qu'avant. Et puis, l'immobilier n'a pas baissé. » Non. C'est toujours le moment d'investir. Toujours. Donc, concrètement, aujourd'hui, tu es en train de te dire que le marché il est plus favorable aujourd'hui pour l'acheteur que pour le vendeur, c'est ça? Oui. Il y a beaucoup plus de biens. Oui. Il y a beaucoup plus de biens sur le marché. Ouais, et puis même notamment sur Paris. Excuse-moi, je te coupe, mais à un moment donné, les prix étaient tellement hauts que là, ils commencent à redescendre un petit peu. Oui, mais pas trop. On n'a pas trop de baisse. Mais en revanche, oui, c'est le moment. Oui, c'est le moment d'investir. Ouais, tu peux te faire de très belles opportunités. Est-ce que du coup, toi, tu as des pépites avec les toujours de mon Alors, dans le cadre des affaires judiciaires, nous, quand on rend notre rapport, après, on ne suit plus le dossier. Mais en revanche, oui, on a des pépites. Par exemple, quand on fait de l'expertise à titre privé, dans le cadre d'une succession, dans le cadre, malheureusement, parfois de divorce, ça crée des opportunités. Oui. Voilà, donc, mais il y a toujours des opportunités. Les agents immobiliers peuvent vous proposer des opportunités. Il y a toujours des opportunités. Il faut pas penser que le marché est à l'arrêt, ça y est, c'est mort. Non. Il faut, je répète, pas relâcher, chercher à investir. Et toi, en tant qu'experte immobilière, du coup, si tu es sur une opportunité, est-ce que toi, tu as le droit, en fait, de te positionner dessus? Où il y a un conflit d'intérêts? Ah non. Quand on évalue, je ne propose pas derrière à mes clients. On peut pas être jugé partie. Bien sûr. C'est-à-dire que je ne peux pas donner une valeur à un bien et derrière leur faire une offre. C'est malvenu. C'est malvenu. Par contre, tu peux les mettre en relation avec d'autres personnes. Exactement. Et tu fasses le deal entre eux. Exactement. Après, on peut proposer... je peux proposer à mes clients en disant, voilà, si vous avez l'intention de vendre, il y aurait peut-être tel client qui peut être intéressé. Mais attention, il faut faire, je répète, attention, de ne pas, qu'on n'ait pas l'impression que la valeur a été vue à la baisse pour créer une opportunité. Non, absolument pas. Il faut être juste. Il faut être juste et impartial. C'est là l'importance de l'avis de l'expert. Hein. Et est-ce que tu as déjà été face à des clients où, par exemple, un divorce, où ça se passe comment du coup? Toi, tu étais là pour prendre... Alors, ça va dépendre dans quel cadre tu interviens. Si tu interviens... En fait, tu peux être face à des situations très, 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 très délicates parfois. Très délicates. Alors, là, il faut gérer quand même. Si tu interviens en tant qu'expert judiciaire, c'est ta mission, donc une expertise judiciaire, de toute façon, tu ne peux pas, toi, directement... tu dois parler, c'est le principe du contradictoire, tu dois avoir les parties tu dois entendre les parties, tu dois entendre les dires de chacun. Donc, tu peux pas trouver dans une situation, toi, délicate. Tu mènes ton expertise, tu es impartial et tu rends ton rapport. Ouais, comme un huissier de justice, par exemple, qui vient et qui fait son audit. Oui, mais là, le côté humain, tu sais, je fais très attention au judiciaire de bien écouter, parce que quand tu arrives en tant qu'expert, les gens, tu es leur solution. Hein. Ils sont en justice. Bien sûr, t'es un peu comme un médiateur.
Oui, non, mais tu es surtout là pour les sortir de cette situation, parce que ça va être ton rapport qui va être donné au juge. Le juge va s'appuyer sur ton rapport. Donc, ils se disent, t'as une très grosse responsabilité, en fait. Et oui, mais donc, il faut écouter le problème, savoir déjà comment les gens en sont arrivés là, et parfois dénouer le nœud en discutant. Parce que ça, tu as raison, la médiation, elle est très importante. Et en vue de ça, après, rendre ton rapport. Mais quand tu interviens au privé, tu vas par exemple intervenir pour une partie, par rapport à un des époux, et l'autre époux aura peut-être son expert à titre privé. Là, chacun va rendre son rapport et on va rentrer dans une discussion pour la valeur des biens. Après, c'est une négo. Après, c'est une négo entre eux. Ou alors, tu interviens, tu as été missionné par les deux époux qui ne s'entendent pas bien et tu essaies, toi, de faire de la médiation, de les mettre d'accord. Parce que quand même, le but, quand tu fais de l'expertise, c'est de mettre les gens d'accord, de régler les problèmes et que tout le monde parte avec une sensation de... Ouais, ça va. Lui, ça a servi, voilà, mon problème est résolu et on peut avancer. Moi, quand c'est comme ça, je suis satisfaite. Ouais. Et parfois... Pas toujours, mais on essaie. Non, mais vraiment, si je devrais donner un pourcentage, non, les choses ont plutôt une bonne issue. Ouais, donc à un moment donné, ils trouvent un terrain d'entente. Et c'est pour ça, quand tu me demandais tout à l'heure, le côté humain, oui. Bien sûr. Quand tu écoutes les gens, quand tu les accompagnes et que tu leur expliques et que tu leur prouves par un rapport que parfois ils sont pas dans le vrai et que bien sûr, il y a des gens, par exemple, voilà, c'est la maison de famille. Monsieur ou madame va se faire des illusions par rapport au tarif au prix de la maison, pardon. Elle va dire non, ma maison elle vaut tant, et l'autre elle va dire mais non, regarde, le marché il est pas ça. C'est pas ça, mais ce que tu retrouves souvent, c'est que monsieur madame divorcent, qu'ils vont diviser, qu'ils vont se partager la maison, que chacun a un projet de son côté et que chacun veut une bonne somme pour pouvoir investir après derrière. Et que il faut réussir à les mettre d'accord sur cette somme-là, que parfois les attentes, elles sont vraiment et puis parfois, illusions. Surtout, il y a aussi l'émotionnel. Il y a beaucoup l'émotionnel. Donc, madame, par exemple, a été trompée, ou monsieur a été trompé, on est très en colère. Toi, tu m'as fait ci, et toi, tu m'as fait ça. Comment faire payer Comment faire payer? On fait souvent payer. Voilà, sur le côté... argent. Donc voilà. Donc il faut réussir à faire ça, que l'émotionnel passe pour que la raison arrive. Ouais. Et est-ce que parfois tu tombes sur des histoires de succession il y en aurait tellement. Mais des choses de folie. Je sais pas si tu as une histoire comme ça à nous raconter, une anecdote. Alors, qu'est-ce que j'aurais à te raconter 30 ans de procédure. Multitude d'indivisaires. Alors, mais tu sais, c'est rigolo parce que en te parlant, je me dis, celle-là quand même, Aurélie, tu la racontes souvent. Mais pourquoi? Parce que j'étais tellement contente. Ça faisait 30 ans qu'il y avait cette indivision, qui n'arrivait pas à se mettre d'accord, qui n'avait pas le... Qu'est-ce que c'est compliqué? Donc, c'était très compliqué. Donc là, je suis appelée par la cour d'appel d'Aix, qui me dit, voilà, madame l'expert, est-ce que vous acceptez cette mission, etc. Oui, bien sûr. Et en fait, je fais une réunion au tribunal. Et donc là, c'est familial, c'est ça, on est d'accord, hein? Ah non, mais là, c'est pour la succession. Ils sont 30 indivisaires. Je me suis dit, on va jamais s'en sortir. Et finalement, au pré-rapport, parce qu'en fait, tu rends d'abord un pré-rapport et après ton rapport définitif. Au pré-rapport, tout le monde était d'accord. On a arrêté l'action en justice et ils ont réussi à résoudre ça devant le notaire. Donc là, j'étais très contente. Ensuite, des frères qui se sont réconciliés, qui étaient fâchés depuis des années, et qui se sont réconciliés lors des opérations d'expertise, en discutant, en essayant de dénouer encore ces litiges, ces rancœurs, etc. Donc, voilà. En fait, il y a toujours une part d'émotionnel qui fait Mais c'est l'émotionnel. Tu vois, je toi, t'es mon t'assure. frère, toi, t'es ma sœur, toi, t'es mon mari, toi, t'es mon machin, et tu m'as fait Quand ci, tu arrives, et t'es comme si... C'est beaucoup l'émotionnel. Mais beaucoup l'émotionnel. Et c'est grâce à moi qu'on a acheté cette maison-là, et moi, j'ai bossé, exactement, et toi, en fait, tu faisais ci... Voilà. Donc, oui, c'est beaucoup l'émotionnel.
Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment réussir à capter quelle est l'origine du litige pour pouvoir comprendre. Donc, beaucoup écouter. Ouais, il faut être dans l'écoute, en fait. Il faut être dans l'écoute. Il faut être dans l'écoute, il faut être dans ta technique d'expert, mais il faut être dans l'écoute. Ouais, et puis à un moment donné, tu prends position. Enfin, prends position, c'est-à-dire que comme tu disais tout à l'heure, tu rends ton rapport d'expertise. Voilà, mais en fait, tu prends pas position. En tant qu'expert, toi, tu donnes une valeur où tu vas donner des conseils, mais tu ne prends pas position ni pour l'un ni pour l'autre. Toi, tu restes sur ton avis technique. Et après, ton conseil et essayer d'aider les gens. Ouais. Comme quoi, tu as beaucoup de responsabilités quand même. Oui, mais c'est bien. En fait, hélas, tu peux parfois briser des familles comme les réconcilier. Alors, on essaie plutôt de les réconcilier, bien sûr. pas de les Enfin, briser. c'est l'objectif. Oui, c'est oui, l'objectif, oui. tout à fait. Mais donc, tu vois, Mais- c'est quand même une très grosse responsabilité, ce que tu racontes. Ouais. Alors, je le Donc, vois encore une plutôt fois, comme... Alors, oui, on a une responsabilité, mais surtout, c'est comme une mission. Tu as une mission d'aider les gens dans leurs problèmes, de les aider à résoudre ce problème. Donc, alors, je vois pas ça comme un côté... Et toi, quand tu travailles, du coup, tu mets l'émotionnel de côté. Enfin, complètement. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu sais, quand j'étais jeune expert, je rentrais toujours très touchée. Bah, bien sûr. Des Parfois, tu as les missions. larmes aux yeux. C'était très ça te déchire le compliqué. cœur. Oui, c'était très compliqué. Et puis finalement, au fil du temps, pas que tu deviens insensible. C'est que tu arrives à ne plus ramener ces histoires-là à la maison. Ouais. Qui t'ont ému dans la journée, voilà. Et donc, je pense... Mon papa est policier. Maintenant il est à la retraite. Et je lui posais la question, mais comment tu faisais? Comment tu fais après des meurtres, après des accidents de la route? Il me disait un peu ce que je vous dis là, même si plus difficile comme métier. Hein, je respecte énormément ce métier. Il me disait, mais tu ramènes plus ça après à la maison? Il me dit, mes premières interventions, c'était très difficile. Ça me touchait, ça me rendait malade. Et puis, tu ramènes ça à ta famille. Quand tu es un policier, que tu interviens sur des violences familiales, tu peux ramener ça à tes enfants, etc. Des histoires de meurtre, tout ça. Mais il me dit, tu sais, avec le temps, pas que tu t'y fais, mais tu vois ça différemment et tu cloisonnes les choses. C'est comme moi, j'ai un copain j'ai un ami qui est pompier. Moi, c'est un peu la même chose. Qui voyait des choses. Voilà, terrible. Au début, c'était très, très compliqué. Et après, il voyait. En fait, tout le temps des choses terribles. Mais en fait, on s'habitue. Mais le cerveau s'habitue et l'expérience fait qu'on n'aborde plus les choses de la même façon. Donc, l'émotionnel, on est obligé d'avoir de l'empathie. Mais on ne doit pas faire entrer l'émotionnel. Et c'est ça qui est très compliqué. C'est ça qui est très compliqué, mais l'expérience, après, fait qu'on arrive à c'est au bout de combien d'années, en fait, que tu as vraiment, on va dire, prends du recul sur ce côté très émotionnel? Il y a les débuts, ou alors tu es tout jeune expert et tu es un peu submergé par tout ça. Et puis tu es ému, tu as peur de te tromper, tu as peur de mal faire. Donc ça, c'est les débuts. Après, pour ma part, j'ai eu une autre phase, ma phase de maman. Quand j'étais toute jeune maman, beaucoup plus dans l'émotion parce que quand tu es jeune maman, je sais pas. Forcément, il y a aussi les hormones. C'était beaucoup plus dans l'émotion. Ça m'affectait beaucoup plus. Et puis après, l'âge avançant, tu te dis non, je suis là pour accompagner, pas pour y mettre de l'émotion. Voilà, je suis là pour accompagner, pour aider et pas y mettre de l'émotionnel. Est-ce que, comme tu sais, en France, on a l'amour de l'immobilier. Est-ce que dans les autres pays où tu es parti, du coup, on a pareil la même... Ah, toi, tu dis cet attachement à la pierre. Ouais. Alors, dans chaque pays, l'approche au patrimoine est différente. Ouais. Déjà, par rapport aux lois qui vont régir le pays. Forcément. Dans le cadre, par exemple, est-ce que tu as des pays où tu n'es jamais propriétaire du foncier?
tu n'es jamais propriétaire de la terre. Nous, en France, on a cette valeur de la propriété, de la transmission, de ce patrimoine, etc., etc. Chaque pays a des règles différentes, une mentalité différente, une culture, exactement, et une mentalité différente. Donc oui, la France, quand même, les Français sont très attachés à leur terre et à leurs biens. Oui, bien sûr. Après, il faut s'adapter à chaque pays, à chaque culture, Et c'est pour ça qu'il faut bien conseiller dans la transmission de son patrimoine, bien anticiper, faire... Tu conseilles aussi, toi, pardon? Oui, parce que je valorise, bien sûr. Alors, en fait, moi, je vais intervenir, par exemple, dans le cas de donation. D'accord. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que dans le cas de donation, il faut donner une valeur quand le notaire va faire la donation. Donc là, l'expert intervient, donne une valeur. On va donner des valeurs dans le cas d'un démembrement de propriété. Donc oui, on accompagne pour dire, voilà, quand on va réussir à avoir la masse du patrimoine, donner une valeur au patrimoine, on conseille en disant, voilà, peut-être que dans un premier temps, une donation de temps serait une bonne chose. Et puis après, au fil du temps, ou conseiller un démembrement, ou plein de choses, ou peut-être vendre un bien pour investir dans un autre, donner aux... Enfin, il y a plein de choses. Mais oui, on accompagne à ce moment-là. Tu vois, ça, je savais pas. Je savais pas que tu le faisais. C'est tellement vaste. Et c'est ce que je te disais. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. C'est tout le temps un nouveau défi. Et donc, tu ne peux pas t'ennuyer. Dans ce métier, tu ne peux pas t'ennuyer. Quel serait ton conseil que tu pourrais donner à un jeune expert immobilier, une jeune experte immobilière? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui? Ou qui souhaiterait se lancer? Alors moi, je lui dirais de ne pas hésiter, que c'est un métier qui est passionnant, pour répéter, parce qu'on le répète, parce que c'est vraiment le mot, qui est passionnant, qui a plein de facettes, où on se sent très investi, utile, que ces journées ne se ressembleront pas, qu'il aura beaucoup de challenges, beaucoup de stress aussi, que ces journées seront remplies, mais que si c'est vraiment ce qu'il veut faire, qu'il n'hésite pas. Fonce. C'est super. Est-ce que tu as un livre comme ça qui te vient en tête à recommander? Oui, alors, moi, c'est La part du colibri. La part du colibri. Alors, explique-nous. C'est ce livre, il traite en fait de si chacun apporte sa part dans ce monde deviendrait meilleur. Voilà. Donc c'est un livre qui me plaît beaucoup. Parfait. Aurélie, merci beaucoup. Merci pour à ce toi. podcast, c'était exceptionnel. C'est toujours un plaisir de te revoir. Ah oui, de même. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Et bonne journée à toi.